Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle, on vous reparle, évidemment c'est important, des bourses chinoises qui sont toujours dans la tourmente. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Jean-Marie Mercadal en duplex avec nous depuis Hong Kong. La dégringolade des bourses, elle se poursuit. On s'oriente vers une nouvelle et troisième année de baisse d'affilée, dans le rouge. Donc, ça fera combien de baisses en cumulé pour cet indice CSI 300 de la bourse de Shenzhen et de Shanghai? Alors, en cumulé depuis les plus hauts, Oui, on doit être à peu près moins 60%, suivant voilà. les indices. Ouais. Donc, effectivement, c'est beaucoup et ça va faire une année. Pour l'instant, on est à peu près, suivant les indices, entre moins 10 et moins 15%. Mais je dirais que l'année n'est pas finie parce que, effectivement, en ce moment, tout est noir. On le sait bien, on connaît les raisons. Mais il y a quelques petites lueurs d'espoir. Peut-être je vous en dirai quelques mots. Bon, juste cette chute des cours qu'on a largement chroniqué ici, c'est c'est le résultat des sorties de capitaux, notamment des investisseurs étrangers, internationaux, ou pas seulement? C'est, on a eu des records de sorties je crois qu'on a eu 75 milliards de sorties de la bourse chinoise d'actifs internationaux au mois de septembre et on a eu 45 milliards au mois d'août. Donc effectivement, les investisseurs internationaux ne croient plus en la Chine. Et pour le coup, il y a certaines bonnes raisons de ne plus y croire, parce que dans un contexte géopolitique très compliqué, en plus, entre les États-Unis et la Chine, et puis avec une gouvernance chinoise qui fait un petit peu peur depuis, je dirais, 2, 3 ans et en plein marasme sur le marché immobilier. Donc, on comprend le fait que les investisseurs sont en train de sortir complètement de la bourse chinoise. Il y a des raisons économiques fondamentales parce que on a des doutes sur la croissance et puis il y a des raisons de confiance structurelle dans un pays où on a des doutes sur la gouvernance actuelle. Et donc, on arrive à un point aujourd'hui que la bourse chinoise est délaissée avec des valorisations entre guillemets un peu massacrées et ce qu'on peut dire, mais d'une certaine façon aussi, une sorte de value trap. C'est pas parce que c'est pas cher que ça peut rebondir. Mais enfin, tout n'est pas si noir que ça quand même à court terme. Ouais. Mais est-ce que cette chute des cours, elle est prise au sérieux par Pékin? Alors, je dirais que oui. Euh, D'abord parce que il y a quand même des investisseurs, même s'ils sont pas très nombreux en bourse en ce moment, les particuliers, qui sont pas très contents. Et en fait, il y a du mécontentement qui se manifeste un peu partout et le pouvoir quand même est à l'écoute. Et il a pris un certain nombre de mesures justement pour inciter les grandes institutions à renforcer les positions actions. Il a baissé les frais sur les transactions financières. Il a interdit certaines institutions de vente à découvert. Donc, on voit bien que quand même, il se préoccupe de certaine façon du niveau de la bourse. Le niveau de la bourse est un indicateur comme un autre du degré de confiance générale de la population et du Hmm. monde vis-à-vis de la Chine. Donc, c'est quand même Ouais. suivi. Des mesures prises, mais qui n'ont pas réussi à inverser la tendance ni la vapeur. Non, parce que pour que la tendance s'inverse, il y a un ingrédient essentiel qui s'appelle la confiance. La confiance n'y est pas sur le plan international, comme je vous le disais, et sur le plan intérieur, elle n'y est pas non plus, parce que les particuliers chinois, les ménages chinois sont très investis sur l'immobilier, et c'est l'essentiel de leur épargne. Et le marché immobilier va très mal, comme vous le savez, et il ne repart pas. Donc, on est dans une situation où la reprise post-Covid s'est arrêtée, du fait principalement de ce marché immobilier qui s'est retourné et d'un manque de confiance généralisé qui fait que l'épargne des Chinois qui avait été accumulée pendant les années Covid n'est pas vraiment dépensée. À part sur certains secteurs, je dirais éphémères, de consommation éphémère qui ont très bien marché ces derniers temps, comme le tourisme, la restauration, bon, parce que les Chinois, quand même, au bout de 3 ans d'enfermement, avaient envie de consommer, mais c'est de la consommation éphémère, c'est pas de la consommation d'investissement d'une certaine façon. Que peut faire Pékin? Justement, vous parlez de confiance, Jean-Marie. Qu'est-ce que Pékin peut faire pour vraiment ramener sérieusement la confiance, notamment des investisseurs étrangers? Alors, ça va être très dur. Après, comme je vous disais, il y a un certain nombre de petites lueurs d'exploit Ah, allez. qui s'allument à court terme. Premièrement, on voit bien que finalement, toutes ces mesures qui ont été prises, alors je ne vous fais pas la liste de toutes les mesures parce qu'il y en a eu tellement depuis l'été dernier, que ça commence à porter ses fruits puisque les derniers chiffres de croissance d'indicateurs avancés se stabilisent, voire pour certains d'entre eux s'améliorent un peu. Donc ça, c'est le premier élément
d'un petit élément de confiance. Deuxièmement, on voit bien que les valorisations sont tellement basses qu'il y a des incitations à ce que les investisseurs institutionnels chinois reviennent. Et puis, sur le plan géopolitique, il y a une petite éclaircie, parce qu'il va y avoir une rencontre probablement qui va être organisée entre le président Xi et le président Biden aux États-Unis à San Francisco pour le sommet de la PAC. Et il y a pas mal de discussions qui sont en cours parce que Biden a intérêt quand même à ce que l'économie américaine ne ralentisse pas trop et il a envie de se faire réélire. Il se murmure ici qu'il pourrait y avoir certaines décisions, notamment en ce qui concerne les tarifs douaniers chinois. Ça sera vraiment une surprise, personne s'y attend, un élément positif. Et puis la Chine a besoin de relancer sa machine, la croissance. Donc on pourrait assister à une certaine détente sur le plan politique entre la Chine et les États-Unis. Donc voilà les deux éléments un peu positifs, c'est ce momentum un peu meilleur sur la macro et puis cette petite discussion, dialogue qui reprend entre les États-Unis et Chine. Ce qui fait que, comme personne ne s'y attend, comme à chaque fois, on pourrait avoir un rebond et les marchés qui rebondissent violemment sur un marché qui représente quand même quelque chose dans les indices internationaux, il peut y avoir une accélération. Donc, à court terme, moi, je ne serais pas étonné qu'on ait une accélération boursière dans les prochains mois. Après, à moyen long terme, je pense que effectivement, la Chine, c'est plutôt un actif sur lequel il faut être structurellement un peu prudent. Donc, moi, je dirais, rebond à court terme, c'est possible. À moyen long terme, attention, restez un peu prudent. Et par rapport aux indices, je dirais, aller structurellement, légèrement sous-pondérés à moyen terme. Bon, et sur les valeurs green, encore une fois, les valeurs respectueuses de l'environnement, les valeurs engagées, les valeurs, les secteurs et même, tiens, les engagements de Pékin en matière de neutralité carbone, on en est où? Ça marche très bien. Ça, c'était un engagement qui a été pris il y a quelques 10 ans maintenant. Et là, j'ai trouvé une statistique qui montre que sur 185 pays, la Chine est deuxième entre 2010 et 2019 sur la trajectoire de baisse de l'intensité carbone, avec une baisse de 4,5% par an. Le premier pays, c'est l'Estonie. On peut dire que ça compte pas, mais comme dans les grands pays, la Chine, c'est un effort très colossal. Ça veut dire que l'intensité carbone diminue de 4,5% par an par unité de PIB produit. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, les valeurs vertes chinoises, je dirais l'industrie verte chinoise se porte très bien. Les voitures électriques sont en train d'envahir le monde, les batteries. Et puis, il y a des partenariats qui sont signés en ce moment avec l'Arabie Saoudite et les pays du BRICS. Avec l'Arabie Saoudite, c'est grosso modo échange pétrole contre savoir-faire vert. Et il y a des programmes immenses parce que, je dirais, l'Arabie Saoudite aussi a un objectif de sortir de l'économie carbonée à l'horizon 2050. Et donc, on est dans cette espèce de troc qui se passe maintenant entre les pays, en dehors des pays occidentaux, et donc les pays du BRICS, d'une façon générale, et l'Arabie Saoudite, de moyen reconnaissent le savoir-faire chinois justement en la matière. C'est vrai que c'est des sujets dont on ne parle pas beaucoup en ce moment en Europe. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marie Mercadal, directeur général de CINSI KPM, en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci Jean-Marie. Merci David, au revoir. Voilà, ça vaut le coup, revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.